des gens puissants, destructeurs, ont spolié un peuple. Ils ont volé un peuple. En allant chercher des minerais, par exemple de l'or, du cuivre, des diamants, je sais pas, en payant pas d'impôts, en polluant, ce qu'on pourrait dire en rudoyant la veuve et l'orphelin, là, tu sais, en étant vraiment, en se comportant d'une manière dommageable pour les gens. C'est un cas. Et là, dans le cas, on se rend compte qu'en droit, c'était légal. Ils avaient le droit. Ils avaient le droit en vertu de la façon dont la loi est écrite. Et ce qu'on essaie de montrer aux futurs avocats, c'est à accepter ça. À accepter que la loi aille à l'encontre de la morale. Et que la loi soit seulement une technique qui soit pensée par et pour les puissants. Et ça, moi, je trouve ça sidérant. Et très souvent, vous avez comme Philippe Couillard qui a un compte à l'île Jersey, qui est le premier ministre du Québec. Il a eu un compte à l'île Jersey. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est légal. La société Total a fait travailler des enfants de force au Myanmar. Via des partenaires, ainsi de suite, pour construire ses propres infrastructures. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était légal. C'est toujours légal. On envoie des capitaux dans les paradis fiscaux, c'est légal. On fait travailler des enfants, c'est légal. On finance des dictatures, c'est légal. On envoie des armes à des factions qui veulent prendre le pouvoir sur un mode violent pour donner accès ensuite à l'entreprise, à des gisements. On va dire c'est légal. On a tout légalisé. On a légalisé ce qui nous choque du point de vue de la morale, et ce divorce-là entre la morale et la loi est quelque chose qui devrait effectivement nous révolter. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Il va y avoir aucune justice qui va se faire. Qui écrit la loi? Les politiciens. Bon, il faut les changer. Puis comment on pourrait faire pour les changer? Une révolution. Et comment faire cette révolution? S'organise. Mais de quelle manière? Une révolution, c'est deux choses. Une révolution, c'est deux choses. C'est un contexte historique dans lequel les gens sentent que ça va pas. On est à deux doigts de ça. Aujourd'hui, on est à deux doigts de ça, là. On sent là, que ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, il va y avoir des pénuries, parce que quand il va y avoir une crise pétrolière, là, il n'y aura plus des sacs de pain à perte de vue dans les supermarchés. Là. Il n'y aura peut-être même plus de bière dans les dépanneurs pendant quelques jours. Là, ça va aller mal. Parce qu'on ne pourra plus s'approvisionner. Il va y avoir une crise. Et à un moment donné, il va y avoir une crise de confiance. On va se dire, ce système-là ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, on prête l'oreille à autre chose. Et là, il y aura sûrement des modèles d'un genre nouveau qui va porter plus sur l'économie au sens de l'épargne, être économe, gaspiller moins, le recyclage, l'entraide, le partage, la socialisation, la mise en commun. Et on va apprendre à être moins individualiste et à mettre en commun ce qu'on a si on évite les fascistes. Si on évite les tarés là, qui vont dire non, ce qui reste, je le garde pour moi, puis les autres, c'est mes ennemis. Mais si on arrive à développer ce genre de conscience, on avancera. Moi, je me bats comme un désespéré pour qu'on quitte le modèle individualiste, qu'on abandonne l'idée qu'on est juste des individus. Et qu'on revienne à une idée du partage de l'entraide, parce que si on ne réapprend pas à s'entraider, si on ne réapprend pas même à s'aimer, ça peut sembler fleur bleue, mais juste à s'aimer comme semblable, comme sœur et comme frère, là. C'est à sentir on est de la même gang, puis on est dans la même aventure, puis on a intérêt à s'aider, parce que si on s'aide pas, ça va être long. C'est juste revenir à ces considérations-là. Si on y revient, ça ira mieux. Si on continue comme on est parti là, c'est-à-dire à se morceler, puis à être toujours au service des plus puissants que nous, pour un petit salaire, pour un petit avantage, pour un petit machin, eh ben, on n'ira nulle part. Et on va s'en rendre compte. Le jour où, pour le type de Longueuil, de Gatineau, de Repentigny ou de Laval, il va en coûter plus cher de mettre de l'essence dans sa voiture que ce que lui rapporte sa journée de travail. Ce jour-là, il va commencer à se dire, mais je suis vraiment un nigo, moi. J'ai acheté une voiture pour aller travailler, puis quand je vais mettre de l'essence dedans, ça me coûte ma paye. Mais ça marche pas. Et on est à deux doigts de vivre ça, là. Et quand ça marchera pas, puis tout le monde va se rendre compte que ça marche pas, puis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, puis on le voit dans certaines régions aux États-Unis où l'État a complètement abandonné des populations entières, ben là, on va se dire, on va essayer autre chose. Vous parlez de révolution, mais je pense que dans ce pays, il manque d'union. Donc, comment on va faire pour se réunir pour faire une révolution? Combien de temps ça va prendre? Ça, c'est effectivement la question. Vraiment. Combien de temps ça va prendre? Ce qui peut faire la différence, c'est le contexte. Aujourd'hui, les gens ont des préjugés. Lui, c'est un criminel. Elle,
Elle porte le voile, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle pense. Lui est noir, je sais pas, je me méfie de ces gens-là, des préjugés. Hein. Bon, l'autre, je sais pas, puis ça peut être envers les riches aussi. Hein. L'autre, il porte une cravate, ça doit être un crétin. Tu sais, on est bon. Et on peut se permettre les préjugés quand, en descendant la rue comme ça, on fait ses courses, on a toujours un peu d'argent, on revient avec ce qu'on veut et on vit comme un individu parce que le système nous permet de rester des individus. Mais quand est-ce qu'on va parler à l'autre, là, dont on se méfie parce que lui, il a fait de la prison, puis lui, il porte une cravate, puis elle est noire, puis l'autre, elle a un voile, c'est quand on va avoir besoin de se parler. On va se dire, je suis dans le besoin. Parce que là, il me manque quelque chose. Et le système qui me le fournissait ne me le fournit plus. Parce qu'il y a une crise pétrolière, parce qu'il y a une crise de confiance, parce qu'il y a une crise de classe, parce qu'il y a une crise écologique. Et là, on va aller cogner chez celui qu'on méprisait la veille. Là. Puis on va le voir, on va voir qu'il n'est pas si méchant au fond. Puis il y a des talents qu'on n'a pas, puis on peut se compléter, puis on peut apporter. Et c'est là qu'il va y avoir un bris hein, dans les espèces de corridors individualistes dans lesquels on nous a mis. Puis on va faire une révolution, pas nécessairement au sens romantique avec des bannières rouges là, puis des slogans. La révolution au sens strict, ça veut dire rendre révolu. Hein, ça veut dire reléguer au passé ce qui nous nuit. Hein, faire de ce qui nous nuit des souvenirs. Hein, en faire classer des dossiers, quoi. Dire la bourse, les multinationales, le capitalisme, les partis politiques pourris là, qu'on a eu au pouvoir pendant des décennies, on les rend révolus. Là. On les envoie dans les poubelles de l'histoire, on les envoie dans les manuels d'histoire, on les envoie dans nos souvenirs, dans nos albums de photos, et on essaie autre chose. Et on a vu que dans tel pays d'Amérique latine, ben, il y a eu une constituante, puis là, les peuples se sont mis à réécrire les règles du jeu pour vivre en société sur un mode plus égalitaire. Puis qu'à Saint-Camille, au Québec, il y a une communauté qui a appris à vivre sur un mode égalitaire. Puis les féministes arrivent avec un discours qui peut nous éclairer sur des rapports hein, hommes-femmes beaucoup plus sereins. Hein. Puis pendant ce temps-là, il y a un discours sur la République. Hein, qui est un discours conceptuel, là, qui consiste à penser la façon dont on se donne des règles, même quand on n'est pas pareil. Et là, on va avoir envie de ça, parce qu'il va y avoir un vide, parce qu'il va y avoir une crise, parce qu'il va y avoir du manque. Et là, les relations sont toujours liées à un contexte. Si on est dans un contexte de guerre, vous et moi, on n'a pas la même relation. Si on est dans un contexte d'abondance, on n'a pas la même relation non plus. Si on est dans un contexte de guerre civile, on n'a pas la même relation. Et quand il va y avoir une relation, un contexte de crise, les relations vont changer. Et moi, d'une certaine façon, j'ai hâte. J'ai hâte que ça pète. J'ai hâte que tout s'écroule. On l'a vu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la crise du verglas en 1998. Oui, oui. Ben c'est ça qui s'est passé. Hein? La crise du verglas, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tout d'un coup, on a besoin du voisin. Puis on s'inquiète de la voisine parce que la vieille dame qu'on méprise parce que elle râle tout le temps, puis on la regarde de haut, ben on s'inquiète d'elle. Parce qu'il y a la crise du verglas, elle n'a pas d'électricité, là. On va cogner à sa porte pour voir si elle est correcte. On va peut-être lui apporter de l'eau. On va peut-être lui apporter... Bon, et c'est là, c'est quand il y a... On est trop bien, matériellement. Et on est trop aliéné, on est trop tourné vers nous-mêmes. Et avec la publicité, Facebook, la consommation, et le jour où toutes les digues vont éclater, les verrous vont sauter, là, on va réapprendre à se parler, on va développer des nouveaux modèles. Et le capitalisme a toujours cherché à briser ces modèles-là. Qu'est-ce que fait le capitalisme quand il va au Sénégal? Qu'est-ce qu'il fait le capitalisme quand il va en République dominicaine, au Brésil ou en Indonésie? Il brise les relations sociales, il crée des individus parce que c'est comme ça qu'on a des consommateurs. Parce que quand on brise les relations sociales et qu'on a des individus, on a des gens qui sont dépendants. Et là, on peut leur vendre des trucs, puis on peut s'imposer comme intermédiaire, hein, puis vendre des services. Alors que quand les gens s'entraident, ils n'ont pas besoin d'autant d'entreprises. Hein, Gertrude va te couper les cheveux parce qu'elle sait comment, puis Anita va réparer ton moteur parce qu'elle sait comment, puis Mohamed, lui, il va te donner des cours de musique parce qu'il sait comment, puis Rodrigue, puis Stéphanie, puis Jean, puis non, ensemble, on sait qui a des talents, puis on s'entraide dans l'amitié. Puis avec peut-être une codification qui va être une petite monnaie qui va juste circuler sans que nécessairement quelqu'un s'enrichisse. Puis on a un modèle sur ce territoire-là, c'est les Premières Nations. L'économie des Premières Nations était une économie de partage. Et dans les Premières Nations, personne n'est un propriétaire foncier, personne détient une terre. C'est la terre qui nous détient. On lui appartient, la terre ne nous appartient pas. Et on a toute une autre pensée dont on aurait pu s'inspirer. Et je pense que ça va revenir quand on va commencer à manquer de poissons, manquer d'eau, manquer de pain et manquer de tout.
C'est un plaisir. Lorsqu'on attend 40 minutes pour un autobus à moins 20 degrés Celsius, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'un hôpital met 1 an et demi à procéder à une intervention chirurgicale, c'est à cause des paradis fiscaux. Pourtant crucial, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsque ferme un centre d'aide aux toxicomanes, c'est toujours à cause des paradis fiscaux. Lorsque s'effondre un viaduc faute d'entretien, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'une commission scolaire abolit son programme pour les élèves en difficulté, c'est à cause des paradis fiscaux, man. Lorsqu'une compagnie de danse se voit incapable de rétribuer ses artistes, je pense que c'est à cause des paradis fiscaux. Pour leur répétition, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'une télévision d'État supprime son service d'information internationale, toi et moi, là, je pense que c'est à cause des paradis fiscaux.